Bonjour et bienvenue sur les guides pour débutants de la chaîne EV. Alors ça y est, enfin, vous avez pris la décision de passer à la voiture électrique. Sage décision, vous allez adorer, à condition de choisir la bonne voiture pour votre utilisation. Parce que en effet, si en thermique, on peut avoir plus ou moins la même utilisation de la voiture qu'on achète une Dacia Sandero ou une Mercedes classe S, avec une voiture électrique, on n'aura pas du tout les mêmes possibilités qu'on achète une Dacia Spring ou une Mercedes EQS. C'est pour ça que je fais cette vidéo et je pense sincèrement que c'est la plus importante des vidéos que vous devez regarder pour faire le meilleur premier pas possible dans le monde de la voiture électrique. Parce que si vous vous trompez, vous allez être dégoûté. Donc cette vidéo va comporter plusieurs chapitres. La première, ça sera choisir une voiture en fonction de certains critères d'utilisation. Est-ce que vous pouvez recharger à la maison ou pas? Est-ce que vous faites des longues distances ou pas? Ensuite, nous allons aborder quelques critères qui peuvent différencier ou non une voiture électrique par rapport à une autre. Ça vous aidera dans votre choix. Et enfin, pour terminer, on essaiera de parler un petit peu fiabilité, même si c'est très dur d'avoir des retours, les voitures électriques sont encore jeunes. Donc voilà, vous avez bien compris que je ne vais pas vous parler de place à bord, je ne vais pas vous parler de taille de coffre, etc. Ça, ce sera à vous d'aller chercher les informations chez les concessionnaires ou sur les fiches techniques. Moi, je vais vous parler vraiment d'électrique. Et avant de commencer, quelques petites précisions. La première, c'est que la vidéo est chapitrée. Donc, dans la barre en bas du player YouTube, vous avez accès à tous les chapitres. Tous les chapitres sont aussi dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez accéder rapidement aux sections qui vous intéressent le plus et zapper des sections qui ne vous intéressent pas. C'est cool. Évidemment, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos futures vidéos, en particulier les vidéos guides pour débutants, parce qu'on va en sortir un petit peu tous les mois, surtout en cette période d'hiver où on fait moins d'essais conso. Et enfin, vous pouvez retrouver toutes les vidéos guides pour débutants dans la playlist guide pour débutants sur YouTube, mais aussi sur notre site, lachaîneev.fr, rubrique guide pour débutants. C'est bien fait quand même. Et à ce propos, avant de regarder cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder nos 3 vidéos guides pour débutants qu'on a déjà publiées, à savoir quelles sont les différences entre une voiture électrique et une voiture thermique, le guide des longs trajets en voiture électrique et surtout le guide sur la recharge. Ça, c'est important pour que vous compreniez bien tout ce dont on va parler maintenant. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir où vous allez recharger. Commençons par le plus simple. Si vous pouvez recharger chez vous ou au travail de façon quotidienne, avoir un accès à la prise quand vous le souhaitez, et bien là, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez choisir toutes les voitures que vous voulez en quelque sorte. Et si vous ne faites pas trop de longs trajets, mais les longs trajets, on va l'aborder après, vous pouvez même acheter une voiture avec une petite batterie. Qui dit petite batterie dit moins de pollution et qui dit aussi voiture moins chère. Pour les capacités de recharge, vous vous en foutez un peu. À part si vous faites des longs trajets, mais encore une fois, on en reparle après. Optez pour une voiture qui consomme peu, comme ça vous coûtera moins cher. Et là, vous pouvez vraiment choisir une voiture en fonction de vos goûts esthétiques, de l'aménagement intérieur, du tableau de bord, etc. Comme on le faisait un petit peu avant avec une voiture thermique. Par contre, si vous ne pouvez pas vous recharger chez vous, alors là, il va falloir être un petit peu plus malin. Par exemple, vous pouvez recharger une voiture qui charge en AC, en courant alternatif, en 22 kW. En gros, la plupart des voitures rechargent en 7 ou en 11 kW en AC. Il y a des voitures qui chargent en 22. Donc ces voitures peuvent prendre le maximum de la puissance sur les petites bornes qu'on peut trouver en ville. En gros, si vous vous branchez en 22 kW sur une borne, vous allez recharger 150 km/h. Alors que si vous vous branchez en 7, vous allez recharger 50 km/h. Donc ça va 3 fois plus vite. Ça, c'est toujours intéressant parce que dès que vous vous garez quelque part pour manger, pour faire vos courses, pour faire un ciné, etc., si vous vous branchez sur une borne 22, vous rechargerez beaucoup plus vite et donc ce sera plus pratique pour vous. Ça, c'est si vous voulez vous charger sur des bornes lentes, des bornes AC. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de stations de recharge rapides sur les parkings des supermarchés où vous allez pouvoir vous recharger rapidement, en 30 minutes par exemple, pendant que vous faites vos courses. Encore faut-il que votre voiture charge rapidement. Donc ça, c'est un critère à bien regarder. Est-ce que la voiture en DC, en charge rapide, charge rapidement? Si vous voulez une voiture qui charge en 40 minutes mais que vous faites vos courses en 20 minutes, vous n'allez pas être satisfait forcément. Donc auscultez bien les fiches techniques des véhicules et regardez bien le temps pour faire un 10 à 80% en DC. La puissance de charge, vous en foutez, ça veut rien dire. Le 10, 80, combien de temps? Et donc pour trouver le bon véhicule, on peut vous aider. Sur la chaîne ev.fr, on a une rubrique vitesse de charge, je l'affiche là, et on compare tous les véhicules en vitesse de charge par rapport à leur consommation, parce que ça c'est important. Si vous avez une voiture qui charge vite mais qui consomme beaucoup, il n'y a pas vraiment d'avantage. Alors que si vous avez une voiture qui charge vite et qui consomme peu, vous allez recharger beaucoup plus de kilomètres en peu de temps. C'est cool. Donc ça, c'est sur la chaîne ev.fr, rubrique vitesse de charge. Et une dernière petite précision, si vous rechargez souvent sur des stations de recharge rapide, par exemple en sortant de vos travail, il va falloir éviter les batteries LFP, lithium fer phosphate. C'est une chimie de batterie qui a besoin d'être à une certaine température pour charger vite. Donc si en hiver vous sortez du travail et que vous allez directement faire vos courses, vous branchez sur une borne rapide pour recharger, ça risque de prendre beaucoup de temps.
Les batteries NMC sont beaucoup plus performantes pour ça. Il y a juste une exception, la Tesla Model Y avec les batteries Blade fabriquées à Berlin. C'est un peu compliqué. Là, il faut vous renseigner quand vous achetez une Tesla Model Y propulsion. Mais les Tesla Model Y propulsion fabriquées à Berlin avec des batteries BYD Blade, c'est du LFP, mais ça charge quand même très très vite, même à froid. Donc ça, c'est cool. Et enfin, toujours pour ceux qui ne pourront pas recharger chez eux, il est très important pour vous de choisir une voiture dont l'autonomie va correspondre à votre usage. Par exemple, si vous faites les courses une fois par semaine et que vous faites 50 km par jour, les jours où vous travaillez, ça fait donc 250 km par semaine plus les petits déplacements du week-end. Il vous faut quand même une voiture qui est capable de faire 450 km dans la semaine pour la recharger qu'une fois par semaine. C'est plus pratique. Si vous achetez une voiture avec une petite autonomie, vous allez devoir recharger plusieurs fois par semaine, donc faire vos courses plusieurs fois par semaine. Ça va peut-être vous déranger dans votre organisation, donc à vous de voir. Et pour trouver une voiture qui a une belle autonomie, bah là, rien de plus simple, vous allez sur lachaînev.fr, je l'affiche là, sur la page d'accueil, on compare les consommations et les autonomies de toutes les voitures qu'on a essayées, il y en a une quarantaine, alors on ne les a pas toutes, mais on en a quand même pas mal. Et si vous faites que de la ville ou de la route, eh ben nous on affiche les autonomies ville-route. Ça, c'est pratique pour faire votre choix. Lachaînev.fr. Allez, maintenant, on passe au choix de voiture selon que vous soyez un petit rouleur ou un gros rouleur. Jingle. Allez, on va commencer avec les petits rouleurs, parce que les petits rouleurs, c'est les plus simples. Vous avez une voiture, vous savez que vous n'allez jamais la prendre pour faire un long trajet, parce que pour faire un long trajet, vous allez prendre le train, par exemple. Cette voiture va vous servir que dans vos déplacements quotidiens, aller au travail, emmener les gosses à l'école, faire les courses. La voiture va faire 20-30 km par jour. Alors là, le choix, il est énorme, même en occasion. Vous pouvez trouver des voitures à 10 000 € d'occasion, genre Volkswagen Up, Ioniq 28, celle-là. Des voitures avec une faible autonomie qui vont consommer très peu. Vous allez adorer ces voitures, très clairement. Et en plus, des voitures avec petite autonomie, bah, c'est des voitures avec petite batterie. Qui dit petite batterie dit moins polluant, je l'ai déjà dit, et moins cher. Top. Par contre, si vous vous placez à l'opposé de ces gens, c'est-à-dire que vous êtes un très gros rouleur, vous vous déplacez très souvent, vous faites souvent de la route, alors déjà, arrêtez de croire qu'on ne peut pas le faire en voiture électrique, c'est possible, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le savez, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je bouge énormément les bras, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, si vous êtes un gros rouleur, il va falloir choisir une voiture qui est adaptée à vous. Donc il y a 3 grands facteurs. 1, l'autonomie évidemment, et en particulier l'autonomie sur autoroute, parce qu'en général, quand on fait des longs trajets, c'est sur autoroute. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, la vitesse de charge pour ne pas rester planté 2 heures sur une borne. Quand je dis 2 heures, c'est une image. En fait, en maximum, c'est 40 minutes. Et troisièmement, évidemment, c'est la consommation. Il y a pas mal de gens qui vont regarder la taille de la batterie, mais la taille de la batterie, on s'en fout. L'important, c'est l'autonomie, parce qu'il y a des voitures qui ont des petites batteries, mais qui consomment très très peu. Donc finalement, elles ont de l'autonomie. Et il y a des voitures qui ont des grosses batteries, mais qui consomment beaucoup et qui finalement ont des autonomies moyennes. Et c'est le tout conjugué qui va faire que vous allez avoir une bonne voiture pour faire de la route. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est la vitesse de charge. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui a une grosse autonomie, qui vous permet de faire 350 km sur l'autoroute sans vous arrêter, mais que quand vous vous arrêtez pour charger, ça dure 40 minutes, ça n'a aucun sens. Une Tesla Model 3 propulsion, par exemple, ça a une petite batterie, 60 kWh, la même qu'une Mégane et à peine plus finalement qu'une Renault 5, mais ça consomme rien et ça charge en 20-25 minutes. Et au final, ça va être très agréable pour les longs trajets. Vous allez faire 250 km entre chaque borne et vous arrêtez 20 minutes. Ça va passer crème, un peu comme quand on roulait en thermique et qu'on faisait des pauses. Et ça sera quand même un très bon choix. Alors pour vous aider sur ce point, eh ben, il y a un site. Lachaînev.fr, évidemment, vous en doutez. Donc sur lachaînev.fr, on a une page qui s'appelle 1000 km. C'est le temps qu'on estime nécessaire avec chaque voiture pour parcourir 1000 km, en tenant compte de leur vitesse de charge, de leur consommation et de la taille de leur batterie. Donc là, il vous suffit de choisir la voiture qui vous correspond le plus par rapport au temps qu'elle met pour faire 1000 km. Après, évidemment, il faudra croiser ça avec le prix. Ça, c'est pas le plus sympa. Bref, si vous voulez faire des longs trajets, autonomie, vitesse de recharge, consommation. Et entre celui qui fait que du trajet urbain et celui qui fait que des grands trajets, il y a la majorité des Français, c'est-à-dire des gens qui vont faire beaucoup de trajets du quotidien et de temps en temps faire un petit périple, 400, 500, 600 km. Et pour ces gens-là, on a ce qu'on appelle nous les voitures mixtes, c'est-à-dire ni urbaines ni routières. Ce sont des voitures avec lesquelles on va mettre un peu plus de temps pour faire des longs trajets que les vraies routières électriques, mais ce seront des voitures avec lesquelles ça sera quand même super agréable. Des voitures mixtes, il y en a beaucoup aussi en occasion. L'offre est quand même assez large, donc vous pourrez vraiment trouver une voiture à votre goût. Bref, conclusion,
Choisissez surtout la voiture qui correspond à votre utilisation parce que c'est très très important. Et surtout, croyez-moi vraiment, l'autonomie est un faux problème. Quand on achète une voiture électrique au début, on a tout le temps peur de l'autonomie. Ça s'appelle le range anxiety, l'anxiété de l'autonomie. Je sais, cet accent anglais. Et en fait, cette anxiété, elle dégage assez rapidement. Vous vous rendez compte qu'une voiture électrique, en fait, ça a de l'autonomie, largement assez d'autonomie pour votre vie quotidienne. Et sur les longs trajets, il y a vraiment des bornes partout. Et je vous invite vraiment à regarder notre guide sur les longs trajets en voiture électrique. Si vous avez peur de ça, vraiment regardez-le, on vous explique tout. Ça peut paraître complexe, ça ne l'est pas du tout. Allez, maintenant on passe aux petits critères qui font le sel de la voiture électrique et qui peuvent faire pencher votre choix. Jingle. Allez, on aborde maintenant tous les petits critères qui font le sel de la voiture électrique et qui peuvent faire pencher votre choix. Je viens de dire exactement la même phrase que celle que je viens de dire avant le jingle. C'est pas grave. Tous ces critères dont je vais vous parler, vous pouvez les retrouver sur la chaîne EV.fr, rubrique critères VE, cette page. On liste tous ces critères pour chaque voiture qu'on a essayé. Et dans le petit moteur de recherche en haut, vous pouvez sélectionner tous les critères qui sont importants pour vous et le moteur va sortir toutes les voitures qui correspondent le plus à vos critères. Ça, c'est cool. Allez hop, barre-toi. Le premier critère qu'on va aborder, c'est le pourcentage batterie à destination. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Quand vous indiquez au GPS une destination, le GPS va vous indiquer à quel pourcentage batterie vous allez arriver à cette destination. Alors ça, pour les débutants et même pour les expérimentés, c'est génial, c'est trop important. Quand vous allez quelque part, par exemple à 250 bornes de chez vous, vous dites « je veux aller là ». Et la voiture va vous dire, bah ok, tu vas arriver avec 25% de batterie. Vous n'êtes pas là à vous demander, ah là là, est-ce qu'il faut que je fasse une recharge, à combien je vais arriver, comment ça va se passer. Hop, plus d'anxiété de la recharge. Vous prenez plus la tête, vous savez que vous allez arriver à 25%, c'est hyper relaxant, c'est génial. Il y a de plus en plus de voitures qui font ça, mais c'est vrai que parmi les anciens modèles d'occasion, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette option, à part les Tesla. Ensuite, il y a le planificateur d'itinéraire. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est dans la même veine que le pourcentage batterie à destination. C'est un GPS. Vous dites que vous voulez aller à l'autre bout de la France et le GPS vous fait tout un trajet avec toutes les bornes de recharge sur lesquelles il vous conseille de vous arrêter pour recharger. Il y a même des planificateurs qui vous disent à quel pourcentage vous allez arriver à la borne, qui vous disent à quel pourcentage il faudrait partir de la borne pour arriver à celle d'après. Il y a des planificateurs sur lesquels, s'il y a une borne qui ne vous plaît pas, vous pouvez dire non, je ne veux pas aller à celle-là, et recalcule pour aller à une autre. Il y a des planificateurs sur lesquels vous pouvez dire moi, je vais aller que chez Ionity, que chez Electra, et il vous fait le trajet comme vous voulez. Il y a des planificateurs sur lesquels vous pouvez dire je veux arriver à destination à 50%. Parce que quand vous avez loué un gîte dans les Pyrénées, bah, vous n'avez peut-être pas envie d'arriver dans les Pyrénées dans votre gîte avec 10% de batterie. C'est ridicule. Eh bien, il y a des planificateurs. Vous pouvez dire j'ai envie d'arriver à 50% de batterie dans mon gîte et il vous calculera un trajet pour que vous arriviez à 50% de batterie dans votre gîte. Ça, c'est cool. Il y a certaines voitures qui ont des planificateurs embarqués dans leur GPS de plus ou moins bonne qualité. Il y a certaines voitures qui n'en ont pas. Pour ça, il faut utiliser un planificateur externe. Par exemple, ChargeMap, c'est pas mal. Par exemple, ABRP, c'est pas mal. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Pump. Il y a aussi des planificateurs sur mobile créés par des réseaux de recharge pour que vous ne voyagiez que sur leur réseau. Par exemple, il y a le planificateur Ionity. Il y a le planificateur IE-Charge. Bref, il y en a plein. Néanmoins, c'est quand même plus pratique d'avoir un planificateur intégré à sa voiture et un planificateur, si possible, de bonne qualité. Alors, si vous voulez savoir quelle voiture a un bon planificateur, c'est très simple, encore une fois. La chaîne EV.fr, rubrique planificateur, on note tous les planificateurs. On a fait des longs trajets avec et on leur donne une note. Est-ce qu'ils sont précis dans leurs prévisions? Est-ce qu'ils sont sympas dans les routes qu'ils prennent? Est-ce qu'ils sont customisables? Troisième critère, les rangements, les coffres, les sous-coffres, les frunks. Alors, il y a certaines voitures qui sont faites sur des bases de voitures thermiques ou des bases multi-énergie. Et du coup, à l'avant, il y a un gros moteur, à l'arrière, c'est pas prévu pour. Et donc, sous le capot avant, il n'y a pas de frunk, un coffre avant. Et sous le coffre arrière, il n'y a pas un gros rangement. Voilà. Ça, c'est un petit peu chiant. Alors qu'il y a des voitures qui sont conçues sur des bases 100% électriques, ce qui fait que devant, il y a un grand rangement, donc ça, on appelle ça un frunk, comme par exemple celui-là sur une Tesla Model 3. Et à l'arrière, pareil, le moteur est entre les essieux quand il y a un moteur à l'arrière, ce qui fait qu'on a un gros rangement en plus sous le plancher du coffre. Et là, je vous montre encore une fois l'exemple d'une Tesla Model 3. C'est énorme, c'est hyper pratique. Ça peut être un critère de choix. Là encore, vous pouvez retrouver ce critère dans notre page, la chaîne EV, critère VE. Quatrième critère d'une voiture électrique qui peut faire basculer votre choix, le V2L, V2H, V2G. V2, ça veut dire véhicule tout. V2L, ça veut dire véhicule tout load. C'est-à-dire, en gros, on peut brancher un appareil électrique sur la voiture et utiliser l'énergie de la batterie qui est là sous le plancher pour l'alimenter. V2H, c'est véhicule to home. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'électricité de la batterie pour alimenter sa maison. Et enfin, le V2G, le véhicule to grid. Là, c'est un peu plus compliqué. La voiture est connectée à une borne qui va calculer avec votre fournisseur d'électricité le moment où elle peut envoyer de l'électricité dans la batterie à pas cher
et des moments où votre batterie va renvoyer de l'électricité au réseau à cher, et comme ça vous fait économiser de l'argent, tout simplement. Donc le V2H, le véhicule to home, et le V2G, le véhicule to grid, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, il y a très peu de voitures qui le font. Le V2G, il y a la Renault 5 qui le fait. Mais le V2L, donc le fait de brancher un appareil électrique sur sa voiture, ça c'est très répandu, il y a beaucoup de véhicules qui le proposent. Et ça peut être très pratique. Pour moi, c'est un gadget parce que je ne pense pas que je m'en servirais, mais pour beaucoup qui ont une activité pour laquelle ça peut servir, bah c'est génial. Alimenter une caravane, recharger un vélo électrique, avoir une prise à l'intérieur pour alimenter un ordinateur, par exemple. Avoir une prise pour recharger les différentes batteries de son outillage quand on va sur un chantier qui n'est pas encore alimenté par le réseau électrique. Avoir une prise pour brancher son barbecue électrique quand on fait un pique-nique. Bon, ça arrive pas très souvent. Mais bon, il y a peut-être des campeurs parmi vous, je sais pas. Bref, ça aussi, c'est sur la chaîne EV.fr, rubrique critères VE. 5e critère, mon Dieu, ça ne s'arrête jamais. Les mises à jour OTA, Over the Air. Ça veut dire les mises à jour qui se font par téléchargement, comme votre téléphone portable en fait, ou votre ordinateur. Ça, c'est absolument génial, vraiment. Quand le constructeur de la voiture participe vraiment au truc et pousse des évolutions régulièrement, vous vous retrouvez avec une voiture qui évolue dans le temps, qui a des nouvelles fonctionnalités. Donc vous allez avoir des mises à jour du planificateur, des nouvelles applications, etc. Les mises à jour OTA, faut avouer, c'est quand même cool. Et ça aussi, c'est dans les critères de la chaîne EV.fr. Vous pouvez les retrouver, les rechercher. Allez hop, 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 hop. 6e critère, la dashcam et le mode sentinelle. Qu'est-ce que c'est? Le mode sentinelle, c'est trop cool. C'est un truc qu'on peut activer sur sa voiture quand on la laisse quelque part, sur un parking public par exemple. Et si quelqu'un s'approche de trop près de la voiture, genre il essaie d'ouvrir les poignées de porte, boum, il est filmé. Et sur l'écran de la voiture, il y a marqué « Hey !» Je te vois, espèce de malandrin. Et la vidéo est stockée sur la voiture. Ça veut dire que quand quelqu'un essaie de rentrer dans votre voiture, ça veut dire que quand quelqu'un vous rentre dedans dans un parking quand vous n'êtes pas là, tout est stocké sur une mémoire interne de la voiture et vous pouvez accéder aux vidéos. Et ça, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'y aurait pas ça sur les véhicules thermiques? Bah, c'est tout simple. Il faut de l'énergie pour ça. Il faut de l'énergie pour faire fonctionner les caméras, pour faire fonctionner toutes les détections. Et la batterie 12 volts de la voiture thermique, elle ne tiendrait pas longtemps. Alors que là, ça puise dans la batterie de traction de la voiture. C'est super pratique. Alors, le mode sentinelle, il y a très peu de voitures qui l'offrent. Par contre, les voitures qui offrent le Sentinelle offrent souvent la dashcam. Là, la dashcam, il y a un peu plus de voitures qui le proposent. La dashcam, c'est une caméra qui filme en permanence et quand il vous arrive quelque chose en conduisant, vous pouvez enregistrer la séquence. S'il y a un accident, ça enregistrera automatiquement la séquence, ce qui fait que vous pouvez voir ce genre de choses. La personne qui m'a percuté ce jour-là, eh ben, si elle avait fait un délit de fuite, j'avais sa plaque. C'est assez cool, j'ai la preuve. Ça encore, c'est un critère que vous pouvez sélectionner dans notre moteur de recherche des critères VE. 7e critère, c'est le freinage régénératif. Le freinage régénératif, ça c'est sur toutes les voitures électriques. Toutes les voitures électriques, quand vous levez le pied de l'accélérateur, il y a un freinage qui se met en route, qui ralentit la voiture. C'est pas les freins, c'est un générateur qui va générer du courant, qui va recharger la batterie. C'est ça qui fait que vous consommez très peu en ville. Toutes les voitures ont un freinage régénératif, mais il est plus ou moins fort selon les voitures. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous aimez un freinage régénératif fort, il faut choisir une voiture qui a un freinage régénératif fort. Si vous voulez une voiture qui a un freinage régénératif faible, il faut choisir une voiture. Bon bref, t'as compris. Mais il y a des voitures qui proposent de moduler le freinage régénératif. Cette voiture, par exemple, est équipée de palettes au volant. Vous appuyez sur une palette, vous faites baisser la force du freinage régénératif. Vous appuyez sur la palette opposée, vous faites monter la force du freinage régénératif. C'est génial. Il y a des voitures qui ne proposent pas ça. Sur le site lachaîneev.fr, encore une fois, on a une page qui s'appelle distance de freinage régénératif, qui mesure la distance que met une voiture pour passer de 80 à 0 km/h. Ça permet de mettre un chiffre sur la force du freinage régénératif et ça vous permet de choisir une voiture qui a le freinage régénératif correspondant à votre goût. Alors nous, à la chaîne EV, on estime qu'un bon freinage régénératif, c'est entre 120 et 150 mètres. Au-delà de 150 mètres, le freinage, il est un peu trop faible et on ne peut plus vraiment conduire à une seule pédale, c'est-à-dire sans trop utiliser la pédale de frein. Et moins de 120 mètres, c'est un peu trop fort, tiens, va-t'en toi. Ça oblige à trop utiliser l'accélérateur, c'est un peu pénible. Et en plus de tout ça, il y a ce qu'on appelle le one pedal. Qu'est-ce que c'est le one pedal? Sur une voiture qui n'a pas de one pedal, vous passez le mode D, le mode drive, la marche avant, vous lâchez le frein et la voiture va avancer doucement. Et quand vous roulez et que vous lâchez l'accélérateur, eh ben la voiture va ralentir jusqu'à arriver à 5-10 km/h et continuer à rouler. Ça s'appelle le rampage. En one pedal, c'est pas comme ça. En one pedal, vous passez en mode drive, vous lâchez le frein, la voiture n'avance pas. Elle avance que quand vous appuyez sur l'accélérateur. Et de la même façon, je pense que vous l'avez vu venir, quand vous lâchez l'accélérateur, la voiture ralentit jusqu'à l'arrêt. Les gens qui ont essayé du one pedal, ils sont addicts au one pedal, ils veulent une voiture one pedal. Néanmoins, il y a des voitures avec un bon rampage, c'est-à-dire un rampage pas trop violent. Quand on lâche le frein, la voiture accélère tout doucement et pas de façon trop brutale, qui est quand même agréable. Là, c'est selon vos goûts, mais c'est vrai que le one pedal, c'est génial. Waouh, c'est un beau slogan ça. Et le critère one pedal, évidemment, vous pouvez aussi le retrouver. Bon, j'arrête, j'en ai marre. Vous avez compris quoi. Maintenant, on va passer à la fiabilité. Allez-y, jingle.
Alors, la fiabilité des voitures électriques, alors ça c'est un petit peu compliqué parce que la voiture électrique c'est quand même un peu jeune. On n'a pas encore beaucoup de retours. Tout ce qu'on sait, c'est que les batteries durent plus longtemps qu'on l'imaginait. Des voitures électriques qui ont 150, 200 000 km, il y en a beaucoup, sans avoir perdu d'autonomie ou très peu. On peut remercier les taxis qui roulent en voiture électrique parce que c'est grâce à eux qu'on a des retours sur des voitures très kilométrées. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'articles, par exemple, sur Automobile Propre. Il y a cet article de 2 taxis qui se tirent la bourre avec des Kia e-Niro. Lequel atteindra les 500 000 km en premier? Je trouve ça trop cool. 500 000 km en voiture électrique, c'est complètement possible, hein, c'est pas un fantasme. Mais il y a quand même des voitures à éviter malheureusement. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est EV Clinic. EV Clinic, c'est un réparateur de voitures électriques croate qui voit passer pas mal de voitures et qui commence à avoir des certitudes. Ils ont d'ailleurs publié sur leur site une page à l'intention des gens qui veulent acheter une voiture d'occasion avec les modèles à choisir et les modèles à éviter. En gros, il y a des marques avec lesquelles il n'y a pas trop de problèmes. On va citer Tesla, on va citer Renault, on va citer BMW, Hyundai, Kia, Volkswagen aussi. Tout ça, ça marche bien. Et il y a des marques qu'il faut éviter. D'abord parce que c'est peut-être pas très fiable, parce qu'avoir des pièces de rechange ou des infos pour réparer les voitures, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, ce sont des marques qui font du chantage à la garantie batterie. Sur le site de V-Clinic, il y a l'exemple d'une DS3, donc groupe Stellantis, qui s'est vu refuser une garantie batterie parce que le bocal de lave-glace était vide. Il y a des marques pour lesquelles rater un entretien d'1 mois, c'est un motif d'exclusion de la garantie batterie. C'est incroyable. Alors que l'entretien, c'est juste changer le filtre à habitacle et faire la purge du système de liquide de frein, quoi. Voilà. Vous retrouverez le lien de la page EV Clinic qui recense toutes les voitures électriques fiables ou pas fiables dans la description de cette vidéo. C'est hyper intéressant. Et puisqu'on parle d'entretien, sachez qu'il y a quelques marques, à vrai dire j'en connais qu'une, qui n'imposent aucun entretien sur leur voiture électrique. Cette marque, c'est Tesla. C'est-à-dire que chez Tesla, pas de révision obligatoire. Évidemment, je vous conseille d'en faire de temps en temps parce que c'est toujours bien de faire vérifier sa voiture. Néanmoins, au moins, il n'y a aucun problème de garantie batterie. Ça, c'est cool. Bon, et bien voilà, ce guide est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, évidemment. N'hésitez pas aussi à le partager aux gens qui se posent des questions sur la voiture électrique. Tous les gens que vous connaissez qui se demandent quelle voiture acheter, envoyez-leur le lien, ça leur servira. Je ne vous recommande pas de voiture en particulier. C'est vraiment à vous de faire votre choix en fonction de vos habitudes et de vos goûts. On a essayé 40 voitures sur la chaîne EV, vous pouvez retrouver tous les tests sur notre chaîne et vous pouvez retrouver tous les chiffres, tous les classements, tous les critères, etc., toutes les notes qu'on a données à toutes les voitures sur notre site lachaîneev.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Instagram, la chaîne EV. Vous vous abonnez, vous nous envoyez un message et j'essaierai d'y répondre. Il y a beaucoup de messages, donc c'est de plus en plus dur à répondre, mais j'essaye. Ou vos questions, vous pouvez aussi les poster en commentaire de cette vidéo. Je lis tous les commentaires. Donc si je peux répondre à votre question, j'y répondrai. Vous pourrez retrouver tous les guides pour débutants sur notre playlist Guide pour débutants sur YouTube. Je vous mets le lien aussi dans la description. Et vous pourrez aussi les retrouver sur notre site lachaîneev.fr, rubrique Guide pour débutants. Bon voilà, je pense que c'est clair, non? Hein? Bon, allez, on s'en va. Est-ce qu'ils sont précis dans leurs... Est-ce qu'ils sont précis dans leur... Est-ce qu'ils sont précis dans leur...